Madame, Monsieur, bonjour. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. On est le mardi 1er mai. C'est le jour des travailleurs. Comme nous, Jean-Étienne. Oui, bien sûr. Bonjour Jean-Humain et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nos Nouvelles. Voilà, nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube également un peu plus tard. Dans l'actualité, qu'est-ce qu'on aura sur le plan local, Jean-Étienne? On l'avait annoncé hier, on va vous parler un peu du lancement, les objectifs, le travail que va faire? Oui, la S-Télé, la Spectra Télé. OK. Vous aurez un reportage là-dessus pour expliquer un peu comment ça va se dérouler, c'est quoi l'équipe, d'où viennent les gens, c'est quoi la programmation. Vous aurez des détails au début de cette émission. Et puis aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est le jour aussi de l'augmentation du salaire minimum, 75 sous de plus. Oui. Ça va faire quoi? Une grosse différence. On va parler de ça avec la campagne, un groupe communautaire qui a engagé une campagne qui s'appelle Engagez-vous pour le communautaire. Et on va parler de manque à gagner de ce côté-là. Et on va parler aussi de quels sont ces gens-là qui sont la plupart du temps sur le salaire minimum, des étudiants, des femmes, mais aussi des immigrants. Oui, absolument. Oui. Le pourcentage pour les immigrants, on ne l'a pas. On l'aura peut-être au cours de la journée. On a lâché un coup de fil à l'Institut de statistique du Québec à ce propos. Il y en a. On commence à comptabiliser ça depuis 2017. Puis en Haïti... En Haïti, on va retourner encore sur Yuri la Tortue par rapport à l'enquête. À défaut de la police, tu sais quoi, il mène son enquête. Oui. Il a donné les résultats. On va parler de ça. On va parler de la réaction des autorités policières au Cap haïtien avec le chef de la police, Préville Castro, c'est ça? Oui. Qui n'est pas Raoul ni Fidèle. Et on parlera aussi de Moïse. Moïse Jean-Charles. Justement, ça fait 15 mois qu'il est président, mais ça fait 1 an qu'il a lancé, comment il appelle ça? C'est pas Moïse Jean-Charles, c'est Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Oui. C'est sa caravane. Oui. C'est la caravane. Et puis, on parlera aussi de l'électricité. Le président revient encore. La caravane, c'est quoi? Jovenel Moïse, 1 an après, va définir ça pour nous. Voilà en gros ce qui va être le menu pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Voilà, c'est le développement du magazine Nos Nouvelles. Il est 7h06 sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM et en direct également sur Facebook. Alors, Jean-Étienne, c'était quoi? C'était samedi dernier? Oui, c'était samedi dernier dans l'après-midi. C'était le lancement de S-Télé. Oui. S pour? Spectra. Ah.
Spectra Télé. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est quoi comme télé, ça? Spectra Télé, c'est une nouvelle chaîne qui vise à donner la priorité à la diversité ici à Montréal. C'est lancé d'ailleurs, les initiateurs sont pour la plupart des Haïtiens. C'est une entreprise incorporée. Ouais. Avec déjà plus d'une quinzaine d'émissions culturelles, le bien-être et sur la santé, les nouvelles aussi. C'est un IP télé, une télé par protocole Internet qui est très populaire ces derniers temps. Ouais. Donc le projet est lancé, les initiateurs se montrent déterminés à donner une programmation hors pair. Il y aura quoi, la musique, des films, oui, des comme nouvelles? je vous dis, il y a 4 piliers essentiels dans la programmation. D'abord, c'est le bien-être et la santé. Il y aura des émissions sur la santé. Il y aura aussi sur la culture et la musique, l'animation. Ils vont nous apprendre comment bouger, comment faire du sport, par exemple. Ouais. Ça, je ne peux pas confirmer, mais je sais qu'il y a des émissions spécifiques qui ont rapport au bien-être. OK. Il y a aussi sur la culture et la musique. Là, vous allez avoir des émissions d'animation sur le jazz et autres. Il y aura aussi sur les nouvelles, l'actualité nouvelle, 2 éditions par jour. Là, ils vont faire le tour de l'actualité un peu. Mais c'est seulement à travers Internet qu'on pourra capter ça? Pour le moment, oui. C'est ça l'affaire. Comme il a expliqué dans le reportage, M. Bazin, qui est l'un des responsables de cette nouvelle chaîne, il y aura tout un processus qui va se faire pour que ça aille un peu plus vite. On va laisser aux auditeurs d'écouter ça, oui. Merci. Un reportage de Jean-Étienne Dorsan. Alors bonsoir, ici c'est la salle de diffusion principale. Je lis donc. Après les discours et les questions, place à une petite visite guidée de la STL. Les animateurs se communiquent. C'est la deuxième salle où on va diffuser. Notre guide s'appelle David François Nicolas, l'un des animateurs de la nouvelle chaîne IP pour protocole Internet. Ça, c'est notre maquilleuse principale, une professionnelle. Pour arriver à lancer officiellement ce projet, toute une équipe travaillait ardemment depuis plus d'1 an et demi. C'est un ouf de soulagement pour les responsables de la Spectra Télé. Mais il reste encore du chemin à parcourir. La nouvelle étape, c'est que nous sommes présentement sur IP, protocole Internet. Badiona Bazin est l'un des initiateurs de cette entreprise incorporée d'ailleurs. Ce qui est la mode, c'est le numérique. Toutes les grandes chaînes s'en vont vers le numérique. Donc, on fait le chemin inverse. Avant d'arriver à d'être sur le broadcast, d'avoir un numéro être sur satellite, qu'on puisse nous capter simplement à l'aide de sa télécommande et demander d'appeler Vidéotron, d'appeler Bell, de dire que je veux avoir STL, abonnez-moi à STL. On s'achemine vers ça. Avant d'y parvenir, M. Bazin est conscient qu'un travail en profondeur doit se faire. Mais pour arriver à cela, il faut un produit fini. Il faut une programmation bien ficelée de façon à mettre toutes les chances de notre côté. Vous savez que la loi a changé au niveau du CRTC. Maintenant, ce n'est pas nécessaire de faire le chemin inverse, d'aller demander un permis. On se fait valoir, on a une bonne programmation et à ce moment-là, on peut avoir carrément un numéro, être visiblement sur une chaîne de télévision normale, sur le câble. Mesdames et messieurs, je suis Miche-Rose Filoska et c'est avec plaisir que je vous présente la STL, une nouvelle chaîne de télévision IP. La STL propose une quinzaine d'émissions sur les thématiques de la santé et du bien-être, de la musique et de la culture, des affaires publiques mais aussi des nouvelles. Créer une télé représentative de la diversité constitue la toile de fond de ce média. Voilà pourquoi les animateurs, journalistes et techniciens viennent de partout. Actuellement, nous avons des animateurs de divers horizons. Nous avons une animatrice qui est panaméenne. Nous en avons une animatrice qui est italienne. Nous avons 2 animatrices qui sont martiniquaises. Nous avons une animatrice qui est libanaise. En fait, il y a beaucoup d'Haïtiens aussi. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'Haïtiens. Nous avons David de Mézy, que vous connaissez probablement. Nous avons David Nicolas aussi. Nous avons Franz Mars et Harold Faustin. Ces 2-là vont animer Passion Jazz. Non, on ne s'arrête pas. On a de tous les horizons, des Marocains. Justement, l'émission phare va être animée par un Marocain. Il s'appelle Ebi Al-Fadil. Tous les matins en direct.
C'est pour ça que je dis ce n'est pas simplement une émission, c'est une chaîne de télévision. Ça va être en direct tous les matins de 8h à 11h et il sera accompagné d'une autre personne comme co-animatrice pour passer les 3 heures. Directeur de programmation, tout ce qui a de programmation de la télé. Donc ça, c'est le cafétéria où les animateurs peuvent se rencontrer, partager. Vous pouvez aller sur Séville maintenant. La visite arrive à sa fin. David François Nicolas nous invite à nous mettre quelques petites bouchées sous les dents. Mais le plat principal reste l'impact que la STL aura sur les communautés multiethniques de Montréal. Et pour cela, il faudra attendre encore quelques mois pour pouvoir le mesurer. Jean et Thiom Dorsan, Montréal, Intexto. Voilà, c'est parti, hein, la STL avec Badjana Bazin et ses amis et compagnie. La STL qui est une chaîne de télé par protocole Internet. Ça fait une 4e chaîne. Je te laisse compter alors. Ouais, ça fait une 4e chaîne dans la communauté. Il y a la STL, il y a CEPAM TV, Ouais. il y a THM. Et il y a aussi une chaîne avec un monsieur qui s'appelle Hilaire Absalon. Je ne me souviens pas du nom de la télé, mais c'est toujours par protocole Internet, toute cette télé-là dans la communauté. Voilà. Alors, si ça te tente, peut-être que tu pourrais glisser un mot à la fin pour les commentaires. Alors. Ok. J'aimerais bien t'écouter là-dessus. Et puis bon, aujourd'hui c'est le 1er mai. C'est le jour de l'augmentation du salaire minimum. Oui, c'était annoncé depuis quelques mois déjà. Ouais, qui est passé de 11,25 $ à 12 $, donc 75 sous de plus. Ouais. Il y a des provinces ici au Canada qui ont ajouté jusqu'à près de 2 $ de plus sur le salaire minimum. Il y en a qui vont ajouter un peu plus bas, 20 sous à peu près. Hein? Il y en a 1,70 $, 1,90 $, 20 sous. Mais ici au Québec, c'est 75 sous de plus qu'on vient d'ajouter. Et la plupart des gens qui travaillent sur le salaire minimum, ce sont des étudiants et des femmes. Oui. Et depuis 2017, selon l'Institut de statistique du Québec, on commence à recenser, compiler des informations sur les immigrants qui sont sur le salaire minimum. Vous savez, quand vous venez d'arriver, là, hein, vous n'avez pas de compétences reconnues ici. Vous n'avez pas nécessairement un métier adapté par rapport à la réalité d'ici. Vous êtes obligé d'accepter d'aller travailler dans les manufactures, dans le privé, dans des petits boulots ici et là. Hein. Ceux qui ont déjà fait 56 métiers ici parce qu'ils sont des nouveaux arrivants. Eh bien, combien ils sont? Et on a posé la question à l'Institut de statistique du Québec. Ils sont en train de chercher ça pour nous. On devait nous rappeler hier, mais bon, il y a un petit délai. On va espérer pouvoir revenir sur ça au cours de la semaine, justement. Au cours de la semaine, peut-être demain. Mais il y a déjà un groupe, samedi dernier déjà, il y avait une manifestation en faveur de l'implication plus grande du gouvernement et dans le communautaire. Il y a eu beaucoup de coupures dans le communautaire. Et quelles conséquences ça a sur les gens qui travaillent dans le communautaire? On parle de près de 60 000 personnes. Là. C'est beaucoup, ça. Oui, énormément à travers le Québec qui travaillent dans le communautaire. À cause de ces coupures, il y en a qui ont eu des baisses de salaire. Et la plupart de ces gens-là qui travaillent dans le communautaire n'ont pas environ 70%, n'ont pas une série d'assurances pour le travail ou des choses comme ça. On va écouter Alexandra Pierre, qui est porte-parole de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. On reprend les revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui demande un réinvestissement un investissement de 475 millions de dollars par année du gouvernement dans le secteur communautaire. On demande aussi que les subventions en question soient indexées, parce que, comme je disais tout à l'heure, sans indexation, c'est comme des coupures, puisque on n'arrive pas à maintenir
à maintenir nos activités. Les coûts de loyer, les coûts d'électricité, comme pour tout le monde, augmentent. Donc, on a besoin de cette indexation-là. Et aussi, et c'est très lié à à la situation des organismes communautaires et à la vision qu'on a de la société québécoise, on demande un réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux, parce que ces services publics et ces programmes sociaux-là, c'est ce qui nous aide à réduire les inégalités, à réduire la pauvreté, et que ils sont évidemment complémentaires aux organismes communautaires. C'est-à-dire qu'on a besoin de services sociaux, on a besoin d'organismes communautaires, mais il ne faut pas que les organismes communautaires qui ont pour mission de répondre aux besoins tels que formulés par les communautés, ils n'ont pas la même, ces organismes communautaires-là ont pas la même vision ni la même fonction que les services publics. Il ne faut pas que ça soit deux vases communicants. Donc, on a besoin de services publics forts et on demande un réinvestissement dans ce sens-là. Puis, on a besoin d'organismes communautaires aussi qui soient capables de répondre aux besoins en termes de participation citoyenne et de services complémentaires. Ce qu'on constate, c'est que la moyenne des salaires, le taux moyen... Il y a un petit problème technique. On l'a écouté, Madame Pierre Januma, sur l'un des aspects Ben, surtout qui appelle le gouvernement à s'engager de son côté pour le communautaire en rétablissant les financements adéquats pour le fonctionnement de ces organismes qui doivent venir en aide à énormément et des milliers de gens. Et ce que ça fait, quand il y a des coupures comme ça, Jean-Étienne, ben, les responsables des organismes communautaires sont obligés soit de réduire dans les services, de réduire dans leur salaire, dans leur avantage. Ils sont obligés de travailler beaucoup plus, plus de 8 heures. Ils sont obligés de faire du militantisme aussi pour aller chercher des fonds pour pouvoir venir en aide à ces gens. Et ce sont des gens... toujours facile. Oui, les conditions de travail, on est en train de parler de 1er mai, les conditions de travail pour ces gens-là qui sont dans le communautaire ne sont pas toujours très jolies. Alors, on écoute de nouveau Madame Pierre. Ce qu'on constate, c'est que la moyenne des salaires, le taux moyen horaire est beaucoup plus bas que la moyenne dans le communautaire, que la plupart des gens dans le communautaire n'ont pas de régime de retraite, pas d'assurance collective, qui sont souvent à contrat, ou que même lorsque il y a des postes permanents, on n'est pas sûr de les reconduire puisque les subventions reçues par le gouvernement qui se sont engagés notamment à travers une politique d'action communautaire autonome à soutenir les organismes communautaires, mais ne le font pas adéquatement. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean Denis. Bonjour François. Bonjour Jean-Étienne, bonjour Jean-Numa. Et comment allez-vous? Eh ben, ça va, on est des travailleurs. Oui. On a eu 75 sous de plus, là, sur notre salaire. Ce matin. Vous êtes sérieux, moi je n'ai rien eu. Faut s'arrêter là. Je n'ai rien eu. Est-ce que tu es dans le communautaire? Bonne fête du travail à toutes les auditrices, à tous les auditeurs, et puis je sais qu'ils font beaucoup d'efforts pour essayer de joindre les deux bouts. Ok. Alors, on leur souhaite bonne fête pour cette journée du 1er mai. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous? Oui, j'ai trois nouvelles, et puis j'ai un petit commentaire aussi à faire. Ok. Mais on commence d'abord avec cette nouvelle. Le Canada, écoutez bien ceci, est en train de collaborer avec les États-Unis pour freiner l'afflux de Nigériens à la frontière. Ah oui, comment ça? À
actuellement, au Nigeria, les représentants canadiens travaillent avec leurs homologues américains pour repérer des cas de Nigériens récemment arrivés aux États-Unis qui seraient à risque de franchir la frontière canadienne de façon irrégulière. Oui, mais comment ils sont arrivés? Avec un visa? Oui, avec un visa. Ils sont arrivés avec un visa. OK. Alors, ce que le Canada est en train de faire, il est en train de... les représentants canadiens au Nigeria sont en train de diminuer, de demander à leurs homologues américains de ne pas donner beaucoup de visas, de surveiller, je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais de repérer les gens qui se présenteraient aux États-Unis pour venir au Canada. Ok, François, si j'ai bien compris, les Nigériens qui arrivent ici pour la plupart ces derniers temps, c'est des gens qui viennent directement du Nigeria et qui transitent par les États-Unis pour venir faire la vie ici? C'est pas des gens qui étaient déjà aux États-Unis? Non. C'est des gens qui viennent uniquement aux États-Unis dans le but de venir au Canada. Wow. Et, alors, il faut préciser que c'est des gens qui viennent du Nigeria et non du Niger. Oui. Au Nigeria, le pays le plus populaire de l'Ouest, là. Alors, ça veut dire que là, maintenant, le directeur des communications du ministre de l'Immigration l'a confirmé. Pourquoi le Nigeria et non pas le Salvador, et non pas Haïti? Parce que on a des doutes. Hier, on le disait, on a peur des Nigériens. Et on pense qu'à travers ces gens-là, il peut y avoir des problèmes de terrorisme, des problèmes. On peut avoir des situations difficiles. Alors, on est en train de bloquer à ce niveau-là Nigeria. Vous vous rappelez, la semaine dernière, Denis Bombardier avait dit, oui, les Haïtiens, ils sont chrétiens. Vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Alors, on a peur des Nigériens et on est en train de faire ça. Mais il y a un avocat qui est d'origine nigérienne et qui dit que il y a 37% des Nigériens qui sont généralement acceptés à la commission de l'immigration. Les Nigériens sont au courant de ça. Et ils savent qu'avec beaucoup d'Arabes, ils ont beaucoup de chances d'être acceptés ici au Canada. Ah oui. Alors, c'est pourquoi ils viennent ici en grand nombre. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment... les gens ont peur, surtout des Nigériens, parce qu'ils disent que là, maintenant, ça peut être très dangereux à l'avenir. Ouais. L'autre nouvelle, c'est on a une histoire assez intéressante sur le site de Radio-Canada. Un monsieur qui s'appelle Min Trindrung de la Chine. Oui, j'imagine. Il était boat people. Il est venu ici. Il a pris un bateau de la Chine. Il a franchi le Canada et les États-Unis. Et il a passé en Europe, d'abord les États-Unis, ensuite au Canada. Actuellement, il est commandant à la SPVM. Ok. C'est une histoire qui est passionnante. À 8 ans, il a quitté la Chine, il est venu, il a atterri ici au Canada, il a gravi des échelons. Et aujourd'hui, il est commandant à la division du crime organisé au service de police de la ville de Montréal. Et lui, ce qu'il dit par rapport à ça, pour faire aussi un lien, il dit qu'aujourd'hui, on est en train de parler des migrants, des demandeurs d'asile, comme si ce sont des gens qui n'ont pas d'avenir. Il dit, il se rappelle, lui, à 8 ans, quand il est venu ici, alors, il ne savait pas qu'il serait aujourd'hui commandant au niveau de la police de Montréal. Alors, il dit qu'il faut donner la chance à ces gens-là, il faut les encadrer, les encourager, parce que, de toute façon, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Alors, c'est ça qu'il dit à ce niveau-là. Voilà. Alors, c'est quand même une bonne leçon, une belle histoire, oui. Belle histoire, par exemple. Le parcours d'immigrants. Ok. Troisième chose, là, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu appris aussi, c'est qu'apparemment, il y en a un autre ministre qui a quitté le navire libéral. Mais on dit aussi que David Hôtel, ministre de l'immigration, est en mode réflexion. Il se peut qu'il quitte également. Son poste de ministre ou la politique? Son poste. Oui, la politique. Ok. Donc c'est des informations qu'on donne sous réserve, François. Oui, alors c'est écrit, dans toute la presse relate ça. Ça veut dire que le prochain ministre en mode de réflexion, c'est David Hôtel sur l'immigration. J'en parle juste parce que c'est l'immigration. Oui, je comprends.
Alors, le commentaire, c'est que j'ai vu sur plusieurs, il y a plusieurs clients qui ont WhatsApp, qui font circuler, qui m'ont demandé de commenter. Il y a quelque chose qu'on envoie à ces gens-là à l'étranger. Pour les jeunes de plus de 20 ans, le Canada ouvre la porte à la migration en ligne et exige plus de 10 000 travailleurs, tout ça. Ouais, mais alors, ça a commencé comme ça sur WhatsApp aux États-Unis. Hein? Oui, alors je voulais dire aux gens que ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun programme qui soit ouvert ici au Canada pour les jeunes. Alors dites à leurs parents de ne pas faire circuler de l'argent et éviter ces choses-là, parce que souvent les arnaqueurs commencent comme ça. Ils annoncent des choses qui sont trop beaux et trop belles pour être vraies. Alors avec ça maintenant, il faut éviter d'entrer dans ces choses-là. Ok. Voilà. Ben merci beaucoup, François. C'était tout. C'était assez condensé. Merci. Oui. François Jean-Denis, je rappelle que vous dirigez la firme spécialisée en immigration Vision Max Service. Et si vous avez vraiment des questions pour François, il faudra aller le voir. Hein. Absolument. Il va vous préciser ça, tout ce qui a rapport à l'immigration. Vous allez voir sur notre Facebook aussi, il y a toutes les informations concernant Vision Max Service, leur numéro de téléphone, leur site internet et même leur courriel. Hein. Tout est là alors. Bonjour François. Oui, bonjour. Sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. De retour pour la suite de ce numéro d'information, mesdames et messieurs. Merci de rester avec nous. On va partir en Haïti, comme on l'avait annoncé à Jean Humard. Oui. Il y a notre président Jovenel Moïse qui revient. Ça fait 15 mois qu'il est là. Oui. Il revient encore sur la caravane. Oui. On sait qu'il a fait un peu le tour du pays. Aujourd'hui, 1er mai, jour du travail, c'est pour tous les travailleurs, c'est pas seulement les Québécois, les Canadiens, les Haïtiens à travers le monde, c'est le jour du travail, 1er mai, ok, la fête du travail. Tous les travailleurs devraient être en train de célébrer, mais ce ne sont pas tous qui célèbrent. Dommage. Parce que, oui, surtout il y en a qui aimeraient aller au-delà du salaire minimum, mais ils travaillent sur le salaire minimum. Bref. Ça fait 15 mois que Jovenel Moïse est arrivé comme président, mais ça fait 1 an aujourd'hui depuis qu'il a annoncé, dans ton patelin d'ailleurs, dans l'Artibonite, ce qu'il appelle la caravane du changement. Alors, depuis 1 an, tout le monde pensait que la caravane du changement avait un budget, c'était un programme, il y avait un plan, il y avait ci, il y avait ça. Mais non,
Jovenel Moïse l'a dit clairement. Détrompez-vous, là. Non. Un an après, je vais vous définir c'est quoi la caravane. Écoutons-le. Moi, je veux ça clair dans tête tout le monde. Moun qui a demandé budget caravane. Moun qui a parlé de caravane comme caravane n'a pas un programme. Caravane n'a pas une institution. Caravane n'a son stratégie. Que le président monté sous pouvoir avec une équipe. Il a décidé d'aujourd'hui, il va mettre l'État au service du peuple. C'est pour ça qu'on coordination dans la caravane lui-même qui a pour un rapport chaque jour. Ça veut dire qu'on a une note pour le voir sur tout ça qu'a fait dans le pays. Elle dit nous-mêmes, c'est un coup, jeunes dans notre pays, au plus haut niveau de l'État, où il y a des gens qui ont le pouvoir et les gens sont capables de vivre directement sur acteurs qui travaillent sur le terrain. C'est ça caravane. C'est pour une caravane côté son boîte noire qui ont l'argent pour loger par un monde. Caravane n'a pas un ministère. C'est le ministère qui a exécuté le travail. Jamais un président n'a été aussi clair. Hein? Ah, j'espère que ça a été clair pour tout le monde, comme il l'a dit. C'est ça la caravane du changement qu'il a finalement définie un an après son lancement dans l'Artibonite. Et ce qu'il a dit, c'était un long discours de Jovenel Moïse avec toute la presse réunie. Il y avait pratiquement tous les médias, toutes les radios de la capitale transmettaient ça en direct, plus les chaînes, enfin les médias d'État. Et il y avait même des stations en province qui relayaient ça. Et Jovenel Moïse a parlé beaucoup de sujets. Il a surtout noté que lui, il fonctionne avec des œillères. Donc, il regarde droit devant dans ce qu'il annonce, dans ce qu'il fait, et il ne se laisse pas intimider ni distraire par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Non, il l'a dit. Il fonctionne avec des œillères. Un chef de l'État qui vous dit ça, et notamment ce qui a trait à son annonce, sa promesse d'électrifier Haïti 24 heures sur 24. Il lui reste 15 mois, c'est ce qu'il a rappelé, à partir de maintenant, pour électrifier Haïti 24 heures sur 24. Et il a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a rappelé de combien de mégawatts est-ce qu'on a besoin de l'énergie solaire qu'on aurait pu utiliser. Il y a une carte solaire qui existe en Haïti. Il y a seulement un petit point sur la carte où c'est coché vert. Quand c'est coché vert sur une carte soleil, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de soleil de ce côté-là. Les autres endroits sont rouges. On a besoin de seulement 800 mégawatts. À titre de comparaison, en Chine, ils sont en train de travailler sur un projet d'électrification solaire de 121 tétrawatts. OK. On n'a même pas besoin d'un tétra, nous. On a besoin de 800. Puis c'est un enjeu pour 27 000 km². De ce point de vue-là, Jovenel Moïse a dit, mais je ne comprends pas pourquoi on a le soleil, on a tout ça, et pourquoi on ne peut pas avoir de l'électricité. Pourquoi ça doit être un rêve, ça? Écoutons Jovenel Moïse. Son problème de mentalité, le m'a parlé d'affaires courantes, je vais le dire. C'est pour nous croire que ça est possible. Il y a fait nous croire que ce n'est pas possible. Et puis, c'est fait nous croire que ce n'est pas possible. On a mettre le petit problème à la lettre qui a empêché pour retirer le focus sur les affaires courantes. Nous, les affaires courantes, nous regardons comme ça. Ça veut dire que nous dans les yeux. C'est courant, moins 24 et c'est là-dedans. Parce que nous, tous dans le pays, nous souffrons de ça. Au pays, pas qu'à l'homme des 4 solaires au pays d'Haïti. Ce seul petit côté dans 4 solaires, là, un petit couleur vert. Solaire là, tout rouge. Ça veut dire tout territoire paré pour produire courant à l'énergie solaire toute année. Et puis, combien de mégawatts d'énergie solaire l'État produit en Haïti? Zéro. Et puis, ça n'a pas fait personne. Tout le monde, c'est normal, on peut y côté de volume solaire, ça. Combien de mégawatts d'énergie solaire l'État produit? Zéro. Et je dis, combien de mégawatts courant tout pays a besoin net en général? 800 mégawatts. Total. C'est ça que nous besoin. Avant, il y a un ministre d'État de l'Inde qui vient dans le bureau. Et puis, il m'a parlé de l'énergie solaire. Il dit, oh, nous-mêmes, nous avons un gros projet là sur l'Inde. Mais monsieur, qui projet? Je dis, l'Inde a travaillé pour le produit 121 tétrawatts courant. Le peuple attendait bien. Je dis, comment courant?
Monsieur dit 121 tétrawatt. Bon, même mon technicien, là on dit 121 tétrawatt. Un tétrawatt égale à 1000 gigawatts. Un tétrawatt égale à 1 million mégawatts. Nous-mêmes, nous avons besoin de 800 mégawatts. Et puis nous tout traiter. Ça veut dire pays, ça a un cerveau, nous-mêmes, nous avons l'autre bagage. C'est dit, nous sommes travaillés pour produire 121 tétrawatts. Nous-mêmes, nous avons besoin de 800 mégawatts. Un tétrawatt égale à 1 million mégawatts. Nous-mêmes, nous avons besoin de 800 mégawatts. Voilà, il a insisté, hein, il a répété ça plusieurs mois, il a martelé. 800. Mais c'est... On laissera ça pour les commentaires, mais effectivement, c'est une vaste blague, là. Si ça doit faire l'objet d'un débat ou d'un enjeu particulier, ou ça doit être politisé, cette affaire-là, non, je regrette, là. Il a raison. On va le voir à la fin. Oui, on va le voir à la fin. Et si on revient sur Yuri la tortue, ce qui s'est passé au Cap-Haïtien samedi dernier. Ouais. Hier, on en a parlé un petit peu. Et là, il y a la police d'un côté qui mène une enquête, on verra ça avec le correspondant de Radio Vision 2000, Jean-Oud Paul, un peu plus tard. Mais pour tout de suite, Yuri la tortue a mené sa propre enquête. Et il est venu devant les médias pour présenter le résultat de son enquête. Il dit que l'entourage de l'actuel délégué départemental qui représente le gouvernement, le régime actuel dans le Nord, serait impliqué dans l'affaire. Je vous laisse plutôt écouter Yuri la tortue qui donne le résultat. Nous recevons des données audio que nous-mêmes nous cabano après. Côté que, justement, monde qui était participé dans le complot a parlé de Jean Bagay là qui passé. Nous avons jusqu'à présent information et nous transmettons information à sénateur Lambert qui est président Sénat parce que président Sénat te connaît comme président de la commission anti-corruption d'abord fait conférence. Il connaît que la conférence a déroulé, il est informé, nous félicitons pour note que le fait sortir, côté que nous note ça, les différents de l'autre autorité, côté que le présenter vraiment sympathie de ça qui passé, et sénateur autour à sénateur, et nous écrivons, nous disons, faut demander enquête, nous voyons audio au Bali, et nous voyons toutes données au Bali. Quelles sont ces données? Nous gagnons 2 policiers qui est attaché à délégué départemental, qui est Antonio Jules, délégué départemental, dans le département Nord. Pierre Eddy Junior et Lobdjel. D'après information, c'est 2 policiers qui gagnent grenade là, qui transmettent avec chauffeur délégué départemental là, qui est Yumi. Nous avons 2 autres qui travaillent dans la APN. C'est Timo Atifrance. D'ailleurs, je devine joindre chef cabinet là. Je te venu joindre jeune je te dis que yo paye pour craser en dedans. Si nous pas ba au corps, il a crasé. Dans un premier temps nous parler avec eux, nous te dit yo poser son bagage que nous venons faire pour jeune, nous va venir faire bail pour corps, yo t'allé na souhait. Le lendemain, 5 minutes avant bagage l'arrivée, yo contacté chef cabinet encore. Yo dit si dans 5 minutes nous pas bail corps, yo même yo recevoir plus corps pour craser en dedans. Chef cabinet a te dit que n'a parlé après ou a parlé à sénateur après, il pourra répondre une question. N'a venu après. Et c'est 5 minutes après ça que nous voyons justement grenade là lancé. Le grenade là lancé par Yumi qui est chauffeur justement délégué départemental là qui était avec Timo et Franz peut-être qui contribuait à faire mes portes. Je dis nous faisons bail chef police d'information matin parce que bagay là n'est pas privé, n'est public, faut tout le monde connaître. D'après information nous qui confirme justement ni chauffeur délégué départemental là, ni yon nan monsieur Sayo, il y a les bassins dans zone Terrier Rouge, dans grand bassin, dans la localité Terrier Rouge, côté yo courir à vendre moto yo. Voilà, ça c'est Yuri la tortue, qui a rapporté par ailleurs aussi que le chef de la police, monsieur Préville Castro, aurait menti dans ses déclarations à la suite de ça. Monsieur Castro affirmait qu'il aurait fouillé les participants, les participants. Mais il y a certaines personnes qui accompagnaient les VIP, comme des sénateurs, comme Yuri la tortue, qu'il n'a pas fouillé. En tout cas, il y a une polémique entre le sénateur la tortue et le chef de la police dans le Nord de ce côté-là. C'est pas tout le monde qui aurait été fouillé par la police avant d'entrer dans la salle, et c'est ce qui a permis à des gens de produire
des bonbonnes de gaz lacrymogènes à l'intérieur de la salle. Et on a posé la question à Yuri La Tortue, parce qu'on a soulevé ça en termes de commentaires lundi matin, à savoir, mais d'où ça peut venir cette affaire-là, du gouvernement. Est-ce que c'est une espèce de machination politique du camp de Yuri La Tortue ou pas? On lui a posé la question et écoutez sa réponse. Tout le monde connaît et moi dit qu'il y a des difficultés respiratoires certaines fois. Que je dis à moi ta bon conférence que m'a bail, nous ta m'a dégancé pour ouvrir grenade là sous moins de vent. Alors je dis à n'a planifié pour que moi-même moi tuer tête moi j'ai ambition et puis me développer tuer tête et pas gon monde dans équipe qui pas connaît que justement j'ai des difficultés respiratoires et que pas mêler directement avec Gaza. Donc je dis à mon yo assez stupide pour pas son bail comme ça t'est arrivé. Je dis à mais ça n'a petit. Dans le dossier Pétro Caraïbe yo, monde qui voit les corps yo les bras longs et malheureusement dans l'état il y a monde qui protéger. Il y a une complicité qui est établie. Je dis à parole là, li sorti dans Sénat là dans coup des comptes. Et dans coup des comptes moi dit coup des comptes déjà, il y a toute information. Et je dis à dans coup des comptes là, il y a en pile, parler en pile parce que il y a des monde qui voulaient justement que le dossier a réglé, il y a des gens qui va le régler. Faut l'état haïtien, président Jovenel, écrit Venezuela pour le dire pourquoi payer comme ça. Parce que il y a une complicité entre même Haïti et monde Venezuela dans une question comme ça. Il y a pile compagnie vénézuélienne, par exemple Alba, il y en a sud sur Venezuela qui te travaille dans la question aéroport. Il y a complicité là-dedans avec les haïtiennes qui fait travail là pas bon. Donc je dis à nous pas qu'à payer encore que complicité film Venezuela avec Haïti. Haïtiens pas de droit à payer encore, donc ils pas utiliser pour eux. Nous te dit si nous pas manger poids, nous pas qu'à bailler la purée. Voilà, Yuri La Tortue, donc qui a parlé de son enquête, qui a rendu ça public. Ouais. Entre-temps, les autorités policières et au niveau de la justice aussi, dans le Nord, sont en train de mener leur propre enquête. Est-ce que ça a avancé? Quels détails est-ce qu'il y a à propos de ça? On va écouter Jean-Roux Paul, le correspondant de Radio Vision 2000 au Cap-Haïtien. Responsable police là non fait qu'on est gain la police là qui mobilisé dans cadre dossier ça pour mettre tout le monde qui t'a coupable en bas code. C'est nous gain des indices mais nous pouvons gagner résultat définitif. Commissaire gouvernement Cap-Haïtien sous Bopal déclaré la justice a joué en bas code tout le monde qui t'a gagné doit trempé dans acte criminel qui commettent là Maître Fernet Charles Saint-Just. Nous connaissons pas jouer presse. Ministre m'a fait une information monde qui fait là Maril mener la justice. N'a rappelé, ça presque gagné 5 années depuis un acte criminel qui semblait être coupé à sac passé cafétéria dans le week-end n'a été déroulé dans le lycée Boukman la Christie nationale Philippe Guerrier côté plusieurs dizaines d'élèves étaient victimes malgré dossier ça dans niveau cabinet d'instruction gain non qui cité enquête là toujours à continuer personne monde pas quoi bas code pendant élèves qui étaient victimes à toute famille était attendre justice. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois pour le même genre de dossier Ti George WhatsApp Fanny Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Rue Elvaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche.
18h46. Vous écoutez le 102.3 FM et vous êtes également en direct sur Facebook, sur la page Facebook de Intexto, et nous serons différés sur WhatsApp et YouTube. Ce sont les commentaires maintenant, Jean-Étienne. Alors, caravane du changement, pour commencer. Est-ce que tu définissais ça avant la définition du président? Non. Et peut-être comment tu percevais ça? Moi, je voyais comme une forme de... D'abord, il faut dire que j'avais de la difficulté à comprendre les résultats de tout ça après tous les mois qui se sont écoulés. La première fois que j'ai entendu parler de cette caravane, je voyais quelque chose où le président se déplaçait et son équipe, non seulement pour c'était un show médiatique plus qu'autre chose que tu voyais. En fait, la première chose que je comprenais, dès qu'on a lancé ça, je voyais le président et son équipe qui va vers les gens pour comprendre ce qui se passe vraiment dans les communautés et prendre les décisions concrètes pour trouver des solutions. Mais un peu de temps après, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus un truc médiatisé où on fait venir tout le monde. C'était une autre forme de campagne politique, je dirais. Ouais. Et le président, il n'a pas précisé, mais je note qu'il dit aussi, contrairement à ce que vous croyez là, ce qu'on fait avec cette caravane, ce n'est qu'une stratégie. Est-ce qu'une stratégie politique ou de communication, on ne sait pas, et on pèse bien les mots. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de stratégie? Stratégie pour amener à quoi? Pour faire quoi concrètement? Et surtout, il a parlé pendant son discours hier de leadership participatif, dans le sens qu'il ne faut pas seulement le voir derrière la caravane. Il est en train de décentraliser chaque ministre, chaque délégation départementale a l'autorité d'intervenir, des choses comme ça. Mais il me semble que depuis 15 mois, je ne vois que Jovenel Moïse parler de tout et de rien, et un peu partout. Et là-dessus, je suis d'accord. Je ne vois pas moi de l'extérieur, je ne vois pas de leadership participatif. Je vois un leadership personnifié à travers Jovenel Moïse. Je suis entièrement d'accord. C'est très rare que j'entends un ministre intervenir sur un dossier particulier, là, moi. Un autre malaise que j'ai par rapport à son point de vue, c'est quand il dit qu'on n'a pas de budget. Mais écoute, ça prend de l'argent pour vous déplacer, balancer tout le monde comme ça. Ben oui. Et cet argent-là, on ne vous demande pas de donner... c'est pas un ministère, comme vous dites. Mais les gens ne se déplacent pas comme ça. Ça prend de l'essence, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend toute une équipe. En fait est que Jovenel Moïse parle beaucoup, promet beaucoup aussi, et évoque énormément sa vision des choses en Haïti. Okay. Il y a beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup de bonnes idées qu'il évoque, qu'il lance. Et certaines de ces idées, certaines personnes pensent que c'est pas possible, d'autres, on les ignore, on laisse des gens indifférents. Mais à tout prendre là, ce sont des minimums. Ce qu'il évoque, ce sont des minimums. En fait, il devait s'entourer, si c'est pas le cas, parce qu'on peut s'entourer de bonnes personnes, des gens compétents pour faire la chose, et on ne leur donne pas la possibilité. Ça devait dépasser l'histoire juste d'annoncer des choses. Il devait avoir une équipe solide. Quand il annonce des choses, il s'assied avec ses collègues ou ses employés. Écoutez, voilà l'idée, comment on peut concrétiser ça. Mais là, on a l'impression que le président annonce des choses avec sa bonne volonté. On ne sait pas comment on peut structurer ça, d'où on va trouver le budget, comment on va... C'est la même chose pour le palais national. Non, côté volonté, on ne peut pas le battre. Non, ça c'est sûr. Et moi, je suis certain que le président, il veut vraiment faire des choses. Oui, il est animé de bonnes intentions. Il devait être entouré d'une équipe vraiment de techniciens et leur donner aussi le moyen et la possibilité. Enfin, il l'a dit hier. Justement, je suis content que tu évoques ça. Il l'a dit. Il dit, écoutez, moi, quand j'annonce quelque chose, je ne tire pas ça de mon chapeau. Je m'assois d'abord avec les meilleurs techniciens disponibles en Haïti sur le terrain. Je discute avec eux avant d'annoncer ça. Sauf que dans la pratique des choses, on annonce bien les choses, on consulte les gens, mais pour les concrétiser aussi, ça prend aussi d'autres techniciens qui peuvent atterrir avec les choses. Et ça me rappelle une pratique politique ou je ne sais pas si c'est des communications politiques qui n'est pas trop différent du président Martelly. Quand il annonçait par exemple on va faire
sur l'argent qu'on allait prendre sur les $1.50, on allait faire le prélèvement de $1.50 sur les on va faire ça, ok, il faut qu'on le fasse, après on va trouver la loi pour ça, les gens vont travailler, mais on n'a rien. Donc on se retrouve dans une situation où les chefs de l'État annoncent des choses avec toujours de bonnes intentions, mais au final, comme il n'y a pas une structure administrative ou une institution réelle derrière tout ça, et puis le président va se retrouver, on n'espère pas à la fin que les choses ne puissent pas se réaliser malgré sa bonne volonté, parce que c'est pas la parole seulement, ça prend aussi des actes, et les actes ça fait appel aux compétences et les moyens. Moi je te dirais que les choses promises ou évoquées par Jovenel Moïse, ce sont des minimums. Hein? Ce sont des minimums pour un pays, pour 11 millions d'habitants, 27 000 km². Comme il se plaît à le souligner, il y a des villes à travers le monde qui, écoutez, au Brésil, il y a des villes qui ont quoi, 20 millions là. À Lima, c'est quoi, 10 millions, 11 millions là, seulement au Pérou, hein? À Lima, la capitale. 11 millions. On n'a pas ça, mais à travers le pays, on a quoi, 11 millions. Puis, c'est quoi qu'on ne peut pas régler? Une question d'électrifier un pays. On a déjà le soleil comme cadeau du ciel, et puis il doit y avoir un débat autour de ça. Il y a beaucoup de choses promises par Jovenel Moïse. Oui, il a de la volonté, surtout de la volonté politique, la volonté personnelle aussi, de réussir, de gagner, de réaliser ces choses-là. Mais avec toute sa bonne volonté et les moyens limités de l'État, si au niveau de l'opinion publique, si toute une population n'appuie pas des idées de changement comme ça, de grands projets, de grandes visions comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de distractions aussi là, à travers ça, et qui va peut-être ralentir la réalisation de ces projets-là. L'électricité, pourquoi on n'utilise pas le soleil? Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi ça doit faire partie d'un débat? Internet, les routes. Moi, je n'ai pas une expertise en ça, mais je sais aussi il y a les bons et les mauvais côtés des choses, et il y a des obligations. Évidemment, le soleil, c'est une ressource naturelle qu'on devait maximiser et en profiter au maximum, mais en même temps, je serais beaucoup plus à l'aise d'avoir le point de vue de quelqu'un qui vraiment avoir une expertise là-dessus. Mais je sais aussi qu'il y a plein de pays tropicaux qui sont pas loin de nous, qui n'utilisent pas nécessairement l'énergie solaire, même s'ils arrivent à électrifier leur pays. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que ce qu'on est en train de voir là, c'est comme si dès qu'on a le soleil, c'est fini, on peut électrifier tout. Et non, c'est pas seulement le soleil. Non, ça coûte moins cher. C'est mieux pour l'environnement aussi. C'est pas seulement le soleil, il y a le vent aussi, l'énergie éolienne. À Fort-Liberté, là, oublie ça, Fort-Liberté a assez de vent pour électrifier tout le nord au complet, tout le Grand Nord. OK? Il y a du vent là. Et alors, on peut l'utiliser. Le point que je voulais ça existe, c'est disponible. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Le point que je voulais faire, je voulais que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on a le soleil, si on n'a pas une stratégie, si on n'a pas les techniciens, si on n'a pas le budget pour ça, que ça va être électrifié. C'est un cadeau du ciel, effectivement. Mais ça prend tout un projet, ça prend des installations, ça prend la formation des jeunes, etc. À la décharge de Jovenel Moïse, c'est de ça qu'il parle. Oui, mais... Je ne veux pas le défendre, là, mais... Dieu, ou... Enfin... Mon ami, parce que l'impression mon ami ou mon ennemi, je m'en fous, là. Quand il a raison, il a raison. Mais je ne dis pas qu'il a tort, sauf que comme je te dis, c'est pas parce qu'on a le soleil et puis c'est automatique qu'on peut claquer les doigts, c'est électrifié. Ça prend un projet, ça prend un budget, ça prend la formation des gens, ça prend une installation. Et justement, les installations, même si tu as le budget, c'est pas parce que tu claques tes doigts et puis toutes les constructions sont faites, etc. Tu comprends? Moi, je suis aussi d'accord qu'il a la bonne volonté. Le soleil, c'est une grande ressource. En dehors de tous les aspects techniques que je ne maîtrise pas, je pense que ça prend vraiment, ça va autour d'un projet concret, réel. Mon seul problème avec Jovenel Moïse, c'est qu'il fait beaucoup de promesses, il parle beaucoup de projets, mais c'est jamais clair, c'est jamais défini les voies et moyens.
Mais surtout les moyens. On dit la même chose. Les voix, il en parle. C'est tout comme le prélèvement de 1,50 $. On nous avait avancé ça. On nous promettait un cadre légal pour faire ça, mais ça n'a jamais été défini. Et là encore, on revient au début. Ça prend une équipe qui est autour de toi qui structure la chose et puis trouve les moyens de. Moi, j'appuie ces idées. Moi aussi, ce que je n'appuie pas, c'est le fait que c'est pas clair. Les moyens disponibles, les moyens disponibles pour ça, pour que ça ne reste pas que du vent comme ma Fort Liberté. Ouais. Et c'est ça l'affaire. Là-dessus, on s'entend là-dessus. Bon, et puis il est 7h57, on n'aura pas trop le temps de nous attarder sur le Cap-Haïtien. En tout cas, Yuri La Tortue a dit que non, c'est pas une machination de ma part. Je planifiais pas de me suicider avec ça. Hein. C'est pas moi qui ai introduit le gaz. Ce serait une planification kamikaze. Voilà, 7h57, c'était le magazine Nos Nouvelles apporté pour vous ce mardi 1er mai. Sur les ondes de Radio Centre-Ville. C'est toujours un plaisir, mesdames et messieurs, d'être avec vous. On va vous retrouver demain matin pour de nouvelles informations. Demain matin, on revient sur Jovenel Moïse qui a parlé d'Internet à travers le pays. On devrait passer à 4G au lieu de 3G. Il a parlé de Ilavache, de plein de projets. Et puis on revient aussi sur les dernières informations. On va parler aussi de cette école d'optométrie. On va faire plein feu là-dessus en Haïti. Il y en avait 3 seulement. On parlera aussi des dernières informations des autorités policières par rapport à la mort du journaliste Vladimir Lecomière. Voilà, bonne journée, madame, messieurs.